Vous venez de regarder un tutoriel vidéo qui explique ce qu'est un background, un PIP et les différentes zones à respecter lors de la création d'un background. Pour la compréhension de ce qui suit, il est nécessaire d'avoir préalablement compris cette précédente vidéo dont vous trouverez un lien dans la description. Ce présent tutoriel a pour but de montrer toutes les étapes nécessaires à la création de backgrounds destinés à l'écran de l'auditorium Yvon Pictet. Dans cet exemple, nous allons créer des backgrounds à utiliser uniquement pour l'auditorium A1A. Notez que, hormis quelques spécificités, les backgrounds pour l'auditorium A1B et A1 se construisent en respectant les mêmes règles. Cette vidéo est chapitrée. Vous pourrez ainsi aisément naviguer dans les différents chapitres qui la constituent. Pour rappel, nous devons créer le background en tenant compte des différentes zones qui composent l'image d'un background. La zone PIP, la zone des logos, la zone des panélistes, la zone hors caméra. Vous avez reçu un document PowerPoint qui sert de template pour créer le background. En ouvrant ce document, vous verrez sur la première slide un exemple très schématique pour construire votre background. Le rectangle bleu sert de repère uniquement pour délimiter la zone PIP. En passant sur la deuxième slide, on découvre, en plus d'une image de fond servant d'exemple, deux zones grises qui servent de repère pour délimiter la zone de panéliste ainsi que la zone hors caméra, où aucune information cruciale ne devrait être affichée. Nous retrouvons donc ici les limites de toutes les zones qui composent un background. Veuillez noter que le cadre bleu ainsi que les zones grises ont été ajoutés comme des images séparées et peuvent donc être ajoutées ou retirées au gré de vos besoins lors de la création de backgrounds. Autant le cadre bleu de la zone PIP que les zones grises sont présentes dans son template uniquement à titre indicatif pour vous aider à élaborer votre background. S'il vous plaît, veuillez garder à l'esprit ces deux points importants. Aucune de ces zones ne peut être déplacée sur l'écran de l'auditoire, ce sont des zones fixes. Autrement dit, bien que les cadres bleus et gris soient déplaçables à l'intérieur du document PowerPoint, ils représentent des zones fixes sur l'écran de l'auditoire. Les cadres bleus et gris qui représentent les limites ne seront jamais affichés lors de l'événement et, par conséquent, seront retirés soit par vos soins, soit par nos techniciens avant le début de l'événement. Encore une fois, ce ne sont que des guides servant à la construction du background. Nous allons maintenant nous mettre en situation et suivre pas à pas toutes les étapes pour créer des backgrounds. Veuillez noter que ces backgrounds ne servent que d'exemple et que tant que vous respectez les règles simples que je vais mentionner ci-après, vous avez le champ libre pour adapter les backgrounds à vos besoins et vos designs. Commençons d'abord par remplir ce qui ne devrait pas trop changer d'une slide à une autre, comme l'image de fond, le code du Wi-Fi ainsi que les logos et leur placement. Je vais d'abord importer une image de fond. Préférez une image un peu sombre pour que les intervenants se détachent mieux lorsqu'ils sont filmés par les caméras. Je redimensionne l'image pour qu'elle remplisse bien l'entièreté du fond. Je m'assure de la placer tout à l'arrière. En effet, les autres informations viendront se superposer sur cette image, à la manière des calques dont les derniers ajoutés seront les plus visibles. Nous vous avons fourni un code Wi-Fi ou nous vous le fournirons quelques jours avant votre événement. Il suffit simplement de le recopier dans la zone prévue à cet effet. Notez que les informations du Wi-Fi se trouvent dans la zone hors caméra, car seul le public présent dans l'auditoire pourrait en avoir besoin. Maintenant, nous allons placer les logos dans la zone qui leur est attribuée. Dans cet exemple, je vais placer le logo de l'IHEID et ceux des partenaires spécifiques de cet événement. Notez que la flexibilité est immense quant au choix des logos, leur taille et leur placement respectif. Tant que les logos ne dépassent pas de leur zone, nous sommes sûrs qu'ils seront affichés de manière optimale. Maintenant, passons à la partie sensible des backgrounds, à savoir ce que l'on va placer à l'intérieur de la zone PIP. Logiquement, je commence par écrire le titre de l'événement. En dessous, je peux écrire le sous-titre ou toute autre information nécessaire. Notez que nous venons de créer la première slide des backgrounds. En général, cette slide sera affichée pendant les minutes qui précèdent le début réel de l'événement, pendant que le public se place sur les sièges de l'auditoire. Nous appellerons cette slide « slide de bienvenue » ou « welcome slide ». Nous allons maintenant créer les slides suivantes en respectant au mieux l'ordre des interventions et changements de scène prévus pour l'événement. Pour ce faire, je vais simplement dupliquer la slide déjà créée et changer uniquement l'intérieur de la zone PIP. En effet, en suivant le programme de l'événement, un premier intervenant monte sur scène pour faire un discours de bienvenue. Je vais donc laisser le titre de l'événement et écrire dessous le ou les noms des premiers intervenants. La suite semble aller de soi. En effet, selon le programme de l'événement, plusieurs panélistes vont monter sur scène pour échanger ou débattre.
Si plusieurs personnes montent sur scène, j'écrirai leur nom. Dans mon exemple, chaque panéliste monte séparément sur scène pour faire son discours. Je vais donc dupliquer la slide autant de fois qu'il y a d'intervenants. Lors de l'événement, à chaque changement de scène, le background affichera donc là où les personnes intervenant sur scène. Notez qu'il est impératif de ne pas dépasser la zone PIP, car les intervenants ont la possibilité d'afficher en superposition sur l'écran une présentation PowerPoint et ou une vidéo, ou peut-être montrer la caméra d'un autre intervenant en ligne via visioconférence. C'est là le point crucial de ce tutoriel. Gardez en tête la possible utilisation dynamique de plusieurs slides de backgrounds, ainsi que des plusieurs présentations à superposer en PIP. Notez que lorsque je duplique une slide, je ne modifie ni Wi-Fi, ni logo, ni image de fond. Mais il est bien sûr possible de modifier le tout en fonction de vos besoins. Néanmoins, nous avons constaté que garder une structure identique entre chaque slide permet de donner de la consistance au design des backgrounds et par conséquent de s'assurer de transmettre un message clair au public. Veuillez donc respecter le cadre de la zone PIP. Nous recommandons aussi de s'assurer qu'aucune information cruciale n'est affichée dans la zone panéliste et la zone hors caméra. Pour s'en assurer, vous pouvez copier les deux zones grises sur la slide d'exemple du template et la coller sur une de vos slides nouvellement créées. Par exemple, sur cette slide, je vois que les noms des intervenants vont trop bas sur l'image. Certes, aucune ligne écrite ne dépasse de la zone PIP, mais la dernière ligne sera peu ou pas visible par le public en salle si des intervenants sont assis sur la scène, comme dans cet exemple. Pour remédier à ce problème, reportez si possible les noms de certains intervenants sur une prochaine slide. Vous pouvez aussi retirer le titre de l'événement sur cette slide uniquement, ou encore diminuer la taille de la police d'écriture. Attention néanmoins à ne pas utiliser une taille de police trop petite, ce qui rendrait difficile la lecture pour le public. De même, veillez à ne pas utiliser une taille de police trop grande, de peur d'obtenir un rendu grossier ou inesthétique. Notez que sur le template qui vous a été fourni, les polices d'écriture ont une taille ni trop petite ni trop grande. De plus, nous vous recommandons d'utiliser la police Arial, car en plus d'être facilement lisible, elle est compatible avec un large spectre d'ordinateurs. Pour finir, nous recommandons d'utiliser une image de fond assez sombre, non seulement pour augmenter la lisibilité des écritures qui y seront superposées, mais aussi pour permettre aux panélistes qui se tiendront devant l'écran d'avoir une silhouette bien détachée sur nos caméras. En exemple, voici une image trop claire qui ne correspond pas à nos recommandations. Mais pas de souci, voici comment y remédier. Dans l'interface PowerPoint, je peux ajouter une forme. Je choisis donc l'ajout d'un rectangle que je vais ajuster pour remplir toute l'image. Avec le clic droit de la souris, je sélectionne Format de forme, puis Remplissage dégradé. En cliquant sur le premier point de dégradé, je sélectionne une couleur noire et une valeur de transparence vers 50%. Sur le deuxième point de dégradé, je sélectionne aussi la couleur noire et une valeur de transparence entre 5 et 10%. J'ai maintenant un dégradé de noir avec des valeurs de transparence ajustables à la brillance et au coloris de mon image. Ce qui est très bien, mais le dégradé recouvre aussi les textes. Et si je place maintenant le dégradé en arrière-plan, il ne sera pas visible car derrière l'image. Voici donc une astuce pour y remédier. Je commence par décentrer un peu le dégradé d'un côté, puis je sélectionne le dégradé et je le place en arrière-plan pour ensuite le recentrer. Maintenant, il suffit de sélectionner l'image, de la placer en arrière-plan et finalement la recentrer. Nous avons donc dans l'ordre des couches, comme voulu, en premier l'image, puis le dégradé, puis tout le reste par-dessus. Pour résumer, voici la marche à suivre optimisée. Avant d'ouvrir le template, le renommer correctement. Date, lieu, titre. En ouvrant le template, importer une image de fond ou choisir celle déjà fournie sur la slide 3. Si vous utilisez une autre image, vérifiez que l'image soit bien redimensionnée pour couvrir tout le background. Si nécessaire, ajoutez un dégradé de noir et en contrôler son niveau de transparence pour assombrir une image trop claire. Ne pas oublier de placer en arrière-plan d'abord le dégradé, puis l'image. Ensuite, placez les logos dans leur zone. Insérez le bon code Wi-Fi. Enfin, créez à l'intérieur de la zone PIP une zone de texte et écrire le titre de l'événement, ainsi qu'éventuellement son sous-titre et ou toute information utile pour finaliser la Welcome Slide. Nous pouvons maintenant dupliquer cette slide et écrire les noms des différents intervenants. Je réitère cette opération autant de fois que nécessaire, en suivant le déroulé exact de l'événement, en prenant bien soin de ne pas dépasser de la zone PIP. À noter que le template pour l'auditorium A1 est un peu différent, mais respecte les mêmes règles.
Quant à l'auditorium A1B, n'oubliez pas de ne rien ajouter sur les tranches vertes du côté droit. En effet, cette zone ne s'affichera pas sur l'écran de l'auditoire. Vous remarquerez que la zone PIP et la zone panéliste ne sont pas placées de manière identique selon la salle choisie pour votre événement. En effet, voici le placement de scène typique pour l'auditorium A1A, avec le pupitre qui sera toujours sur la droite de la scène, alors que dans l'auditorium A1B, le pupitre sera toujours à gauche de la scène. De même, l'emplacement par défaut du pupitre dans l'auditorium A1 est situé tout à gauche de la scène. Voyez comment cela impacte la zone panéliste et par conséquent les zones grises sur le template. Chaque scène de chaque auditorium étant assemblée d'une manière différente, nous avons préparé des templates adéquats pour chacun des auditoriums. Veillez donc à bien respecter les spécificités du template que vous allez utiliser pour votre événement. Et voilà, vous venez de créer un background qui respecte toutes nos recommandations. Bravo! En suivant toutes ces étapes, vous êtes maintenant devenu expert en backgrounds. Mais je vous propose maintenant quelques conseils relatifs à l'utilisation de PowerPoint qui seront très utiles si votre background comporte de nombreuses slides. Vous avez remarqué que nombreux sont les éléments qui se répètent d'une slide à une autre, sans aucun changement. Typiquement, le code Wi-Fi, les logos et l'image de fond. À ceci s'ajoutent les cadres bleus et gris servant de repère pour les zones PIP, la zone hors caméra et la zone des panélistes. Voici une astuce simple et pratique pour gérer ceci d'une manière optimale. Prenons un nouveau document PowerPoint. J'y ai créé plusieurs slides à l'aspect bien différent. Dans le bandeau de PowerPoint, je vais dans l'onglet Affichage puis je sélectionne Masque des diapositives. C'est ici que PowerPoint propose d'éditer les templates de slides que nous pourrons utiliser par la suite. Pour ce court exemple, je vais utiliser que la master slide, tout en haut de la liste sur la gauche. Juste pour comprendre, je vais ajouter au hasard au centre de l'image un rond. Quand je ferme le mode masque, je retrouve bien toutes les slides que j'avais créées précédemment, mais je vois que le rond s'est automatiquement ajouté au centre de chaque slide. Il est important de noter que je ne peux ni modifier ni déplacer le rond. Ce qui est dans le masque ne peut être modifié que depuis le masque. Je retourne donc sur la master slide, je peux maintenant aisément sélectionner le rond et par exemple changer sa couleur, sa forme et son emplacement. En fermant le mode masque, je constate avec joie que le changement s'est opéré sur toutes les slides. Le mode masque est un outil puissant qui mérite d'être utilisé. Notez que le mode masque comporte de nombreuses subtilités que je ne vais pas détailler dans ce tutoriel. Néanmoins, un point de vocabulaire s'impose. En retournant dans le masque de diapositive, nous voyons tout en haut de la liste de gauche la master slide. Ce qui est fait ici impactera toutes les slides du document PowerPoint. En dessous, nous trouvons différentes dispositions de diapositives qui permettent de modifier juste une seule slide du document. Dans le document PowerPoint qui vous a été fourni, plusieurs dispositions ont déjà été mises en place. Je vais tâcher d'en démontrer l'utilité. Par exemple, au lieu de dupliquer une slide, je peux aussi en créer une nouvelle. En cliquant sur « Nouvelle diapositive », cela crée une slide vide ou « blank slide ». Mais j'ai aussi la possibilité de créer une slide selon un modèle préparé à l'avance par nos soins. Dans le template PowerPoint qui vous a été fourni, nous trouvons 3 différentes options de disposition. Blank, Basic, Guide. La disposition Blank crée une slide vide. La disposition basique contient tous les éléments qui se répètent de slide en slide. La disposition guide contient en plus le cadre bleu qui délimite la zone PIP et les parties grises qui symbolisent la zone des panélistes ainsi que la zone hors caméra. En plus de créer une nouvelle diapositive, je peux aussi modifier l'apparence d'une slide déjà créée. Par exemple, cette slide qui n'a ni image de fond ni Wi-Fi, je m'assure qu'elle soit bien sélectionnée dans la colonne de gauche, puis en cliquant sur « Dispositions », je retrouve les mêmes dispositions que montrées précédemment. Je vais donc sélectionner la disposition basique et me voilà avec une slide presque terminée. Mais admettons que je doive écrire beaucoup plus de texte et que je souhaite être sûr que l'entièreté des textes reste bien à l'intérieur de la zone PIP. Il me suffit de sélectionner la disposition guide et les cadres bleus et gris apparaissent. Ici, mon texte dépasse clairement de la zone PIP. Donc je le corrige, puis satisfait du résultat, je resélectionne le modèle basique et ma slide s'est perfectionnée. Néanmoins, je constate que le code Wi-Fi n'est pas le bon, et de plus, je souhaiterais personnaliser l'image de fond. C'est donc le moment de vous montrer comment modifier à votre guise les dispositions dans les masques de diapositives.
Pour simplifier mon exemple et apporter plus de clarté au processus, je vais reprendre le template de 0. Je donne un autre nom à mon template. À l'ouverture du document, je vais directement éditer le masque de diapositive. Je sélectionne la disposition basique que je peux dès à présent personnaliser. Je commence par changer l'image de fond. J'ajoute mon dégradé pour assombrir l'image. Je place les logos au bon endroit. Voilà une bonne chose de faite. Je retourne sur la slide d'exemple et je sélectionne la disposition basique. Notez que certains éléments se trouvent à double. Pour me faciliter la tâche et éviter de faire des erreurs, je vais simplement créer une nouvelle slide avec la disposition basique. Puis je sélectionne et copie le texte principal au centre de la zone PIP. Je vais le coller dans ma slide nouvellement créée et, avant d'aller plus loin, je peux effacer toutes les slides d'exemple du template. Je peux dès maintenant commencer à écrire les textes tels que montré précédemment dans ce tutoriel. Me voilà avec un document de background créé avec expertise. Notez que le code Wi-Fi n'est pas le bon. C'est là que s'illustre toute la puissance des masques, car il me suffit maintenant de retourner éditer le masque de diapositive, écrire le bon code Wi-Fi et voilà, le changement a été opéré sur toutes les slides. Rappelez-vous que tout ce qui vient du masque ne peut pas être modifié depuis les slides. Dans cet exemple, il y a seulement la zone de texte qui peut être modifiée depuis les slides. De plus, j'avais précisé que les cadres bleus et gris ne servaient que de repères. Maintenant, il me suffit de faire appel à la disposition guide de temps à autre pour vérifier que tous les éléments sont correctement positionnés. Une fois vérifié, je resélectionne la disposition basique pour continuer l'élaboration des slides. Notez que je peux sélectionner plusieurs slides pour en changer leur disposition en un seul clic. De plus, si j'en éprouve le besoin, dans la partie masque de diapositive, je peux aussi personnaliser la disposition guide pour que son style soit similaire à la disposition basique selon mes modifications. Lorsque toutes les slides auront été créées puis vérifiées, j'ai enfin terminé mes backgrounds. Et voilà comment obtenir le document parfait pour votre événement à transmettre à nos équipes. Si vous avez besoin de précisions concernant les backgrounds ou pour toute autre information, veuillez contacter notre équipe directement. Merci pour votre attention. Dans la description sous cette vidéo, vous trouverez un lien pour visionner un autre tutoriel qui explique ce qu'est un background, un PIP et les différentes zones à respecter lors de la création d'un background.